malheureusement trop peu connu, trop méconnu, alors que je voudrais juste citer quelques grands personnages du XXe siècle qui ont fait référence à lui. Che Guevara considère qu'Abdelkrim el-Khattabi est son inspirateur et son précurseur dans la pratique de la mobilisation populaire. Le général Giap écrit dans ses mémoires que l'inventeur de la guerre populaire, c'est Abdelkrim el-Khattabi. Mao Tse-tung décrit Abdelkrim el-Khattabi comme celui qui a théorisé ce que Mao va résumer dans sa théorie, être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. C'est dire que tous ceux qui ont tenté dans leur pays de transformer la réalité d'une société coloniale ou d'une société colonisée, à un moment ou à un autre, ont croisé la figure d'Abdelkrim el-Khattabi. Et pourtant, très peu de livres. Et pourtant, très peu de traces. Et pourtant, très peu de mémoire. C'est la raison pour laquelle, moi qui ai travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de l'immigration, j'en suis venu, bien entendu, à réfléchir à d'où venait cette immigration et donc aux pays d'origine, et réfléchissant sur les pays d'origine, aux mouvements de lutte dans ces pays d'origine, et réfléchissant sur ces mouvements de lutte dans ces pays d'origine, eh bien, aux figures connues ou méconnues. Ça va donner naissance à mon livre « Les figures de la révolution africaine ». Et inévitablement, je devais croiser cette figure d'Abdelkrim el-Khattabi. Alors, pour bien comprendre l'importance de la vie et de l'œuvre d'Abdelkrim el-Khattabi, il faut d'abord le resituer dans son contexte historique, le resituer dans son contexte géographique. Abdelkrim el-Khattabi est né à Adjir vers 1882, sa date de naissance précise est comme beaucoup d'entre nous nés à l'époque coloniale inconnue, dans le Rif, donc au nord-est du Maroc. Abdelkrim el-Khattabi est fils de cadi, c'est-à-dire qu'il est fils d'un juge musulman. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui serait parmi les plus pauvres de la région. Comme dans la plupart des pays africains, ceux qui vont se lever pour la libération nationale, ceux qui vont mobiliser leur peuple contre la colonisation, ne sont pas les plus paupérisés. Ceux-là, ils avaient d'autres formes de lutte, d'autres formes de révolte, mais ce n'est pas eux qui avaient les outils pour construire une contre-offensive, pour construire une organisation, pour construire une dynamique politique. Il effectue ses études dans des zaouïas, communautés religieuses, qui dispensent un enseignement à la fois religieux, mais également dans les différentes sciences contemporaines, puis ensuite dans des écoles espagnoles. Il va ensuite poursuivre ses études à l'université Qarawin à Fès. Je vous rappelle que cette université est celle où ont enseigné Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Khaldoun et bien d'autres. Puis en Espagne, où il va étudier pendant 3 ans les sciences de la mine et la technologie militaire. Alors si je vous donne tous ces détails, qui ne sont pas les plus difficiles à découvrir, il suffit d'aller sur Internet pour les découvrir. Si je donne tous ces détails, c'est juste pour que nous prenions tous conscience que la caractéristique d'Abdelkrim el-Khattabi, comme de beaucoup de leaders des mouvements de libération nationale, c'est qu'il était ancré dans les deux cultures, dans la culture du colonisé, mais aussi dans la culture du colonisateur. Il connaissait les justifications de la colonisation que donnait le colonisateur. Il avait été à leurs écoles et dans leur école, il avait appris cet imaginaire colonial. Il avait un pied dans ces deux mondes et pouvait donc avoir une lecture globale des choses. Les premiers écrits d'Abdelkrim el-Khattabi témoignent d'un cheminement qui est là aussi comparable à celui de beaucoup de leaders de la libération nationale en Afrique. Comme beaucoup d'autres, dans un premier temps, il espère que le colonisateur, car le protectorat est en fait une colonisation, il se présente comme un protectorat mais est dans les faits une colonisation, il espère que le colonisateur va accepter de comprendre que la domination ne mène à rien et pour s'ouvrir à un peu plus d'humanité, un peu plus de collaboration et à la décolonisation. Il considère donc qu'on va pouvoir convaincre le colonisateur. Les premiers écrits de Abdelkrim el-Khattabi sont comme les premiers écrits de Lumumba, comme les premiers écrits de toute une série de leaders dans cette idée, on va convaincre le colonisateur que ce n'est pas bien ce qu'il fait. On va lui montrer que c'est contraire aux valeurs, aux grandes valeurs de la Révolution française, des droits de l'homme, etc. Donc il y a cette illusion.
Et c'est que dans la pratique, dans l'impossibilité des colonisateurs espagnols puis français d'entendre la voix d'Abdelkrim el-Khattabi et de son peuple, qu'il va y avoir radicalisation. Et ça, c'est vraiment un fait général de toutes les colonisations. Comme le dit Mandela, c'est toujours l'oppresseur qui choisit les armes de la lutte. Jamais un peuple colonisé n'a commencé par prendre les armes tout de suite. Il a d'abord commencé par des pétitions, il a commencé par des réclamations, il a commencé par des plaidoyers. Et comme en face rien ne changeait, eh bien, les mouvements se sont conscientisés, radicalisés, etc. Et c'est exactement ce que nous avons vécu dans l'histoire d'Abdelkrim el-Khattabi puis de son peuple. Ce n'est que l'impossible transformation de la colonisation qui va le conduire plus tard à l'idée d'une lutte armée émancipatrice. Donc tous ceux qui vous présenteront Abdelkrim el-Khattabi comme un guerrier, on a beaucoup de lectures culturalistes aujourd'hui, de lectures qui se centrent pour expliquer tous les mouvements de lutte des peuples du tiers-monde sur c'était des tribus qui refusaient la civilisation ou c'était une réaction tribale. Oui, il y avait une dimension tribale indéniable. Hein. Nous sommes au début du XXe siècle, donc la notion de tribu est encore très prégnante. Oui, il y avait cette dimension-là, mais c'est complètement occulté qu'il y avait toute cette dynamique de refus d'entendre la plainte des colonisés. De 1908 à 1915, Abdelkrim el-Khattabi est journaliste dans le quotidien de Melilla, qui s'appelait le Telegrama del Rif, et il défend à cette époque-là l'idée d'une convergence avec le colonisateur, l'idée d'une paix avec le colonisateur. Il défend la laïcité, la coopération avec les Occidentaux, l'idée d'un nécessaire renouveau de l'islam qui prendrait en compte les évolutions du monde. On n'a donc pas affaire à un radical qui refuse. Pour l'instant, il est encore dans cette idée d'une possible vie commune avec le colonisateur. En 1915, il entre dans l'administration espagnole comme cadi-chef de Melilla. Et comme d'autres leaders à cette époque, c'est l'attitude du colonisateur qui va l'amener à changer de vision politique. L'Espagne, en effet, à cette époque, prétend élargir sa présence coloniale à l'ensemble des zones du Rif. C'est-à-dire qu'elle prétend occuper l'ensemble du Rif, alors que jusqu'à présent, elle n'en occupait qu'une partie. Et c'est cette volonté d'extension de la colonisation espagnole qui va amener Abdelkrim el-Khattabi à prendre les premières prises de parole publiques qui vont d'ailleurs l'amener en prison. En 1917, il est emprisonné pour avoir dénoncé publiquement cette volonté d'expansion espagnole. Et comme beaucoup d'autres leaders, c'est en prison que va mûrir sa conscience politique. En prison, il se pose la question de l'efficacité de cette action de plaidoyer, de cette action d'écrire des articles pour convaincre le colonisateur. Et il sort de prison, cette fois-ci convaincu que la colonisation ne se transforme que quand elle est contrainte de se transformer. Il s'échappe en 1919 et dès les premiers jours de sa fuite, il a un projet. Et son projet, c'est justement la fédération de toutes les tribus du Rif qui étaient, pour un certain nombre d'entre elles, en conflit les unes avec les autres. Conflit d'ailleurs attisé par le colonisateur. Et donc il y a cette idée d'une fédération des tribus du Rif. Abdelkrim el-Khattabi est donc un enfant du contexte. Comprendre son évolution politique, c'est donc le resituer dans son contexte historique. Quelques mots sur ce contexte. Le Maroc est le dernier pays du Maghreb à subir la colonisation. Pour éviter la colonisation directe, le roi du Maroc signe en janvier 1906 la Convention d'Algésiras qui reconnaît à la France, à l'Espagne et à l'Angleterre des droits d'exploitation économique. En mettant en concurrence les trois puissances coloniales, c'était très intelligent comme stratégie, il espérait préserver son indépendance politique. On a une situation qui ressemble, par exemple, beaucoup à celle qu'a connue le Congo, où la contradiction entre les différentes puissances coloniales a évité dans un premier temps qu'il y ait une colonisation par un pays. Le roi du Maroc a tenté de jouer cette dimension-là. Mais c'était sans compter, sans la capacité des forces des différents pays coloniaux à s'entendre entre eux. Et effectivement, eh bien, cette stratégie d'indépendance en mettant en concurrence les différentes puissances eh bien, va être vaincue par les stratégies des différentes puissances coloniales. En 1911,
Un soulèvement populaire dans tout le Rif va menacer le sultan. Et ce qui est reproché au sultan, c'est sa collaboration avec les puissances coloniales. Et le sultan ne va devoir sa survie qu'à l'intervention militaire française. À partir de là, la colonisation est quasiment complète. Autrement dit, le soi-disant protectorat n'est qu'un masque qui masque, hein, n'est qu'un cache qui masque la dépendance complète vis-à-vis de l'armée française. On a un sultan soutenu par une puissance étrangère contre son propre peuple. Les dés sont jetés, la France occupe le Maroc, le sultan est entièrement dépendant de Paris, et les marchandages entre les différentes puissances coloniales vont régler le sort du pays. Alors ça va se jouer comment? C'est vraiment des négociations comme pour se partager un fromage. L'Allemagne va renoncer à toute prétention sur le Maroc. Et en échange, eh bien, elle va obtenir de la part de l'Espagne et de la France l'autorisation de coloniser, sans contestation, 275 000 km² en Afrique équatoriale. Je te donne ça, je te donne l'Afrique équatoriale, et tu me laisses le Maroc. Et donc ça s'est négocié comme ça. L'Espagne va recevoir 2 zones, au nord-est et au sud du pays. Quant à l'Angleterre, elle avait déjà renoncé à sa présence au Maroc contre la renonciation de la France à l'Égypte. Tu laisses l'Égypte à l'Angleterre, je te laisse le Maroc à la France. Voilà comment s'est effectué le partage du gâteau, comment on découpe un fromage, telle était la logique coloniale de l'époque. Au Maroc, comme dans l'ensemble des pays musulmans colonisés, la résistance va prendre un double chemin, qui sont des chemins qui ont été fréquemment entremêlés au sein d'une même trajectoire ou personnalité. C'est-à-dire que la même personne, comme Abdel Khattabi, va caractériser ces 2 chemins. Premier grand chemin, celui des grandes théories contemporaines de l'émancipation nationale. Abdelkrim el-Khattabi est au courant des débats politiques internationaux, des théories comme celles qui viennent de la toute jeune Union soviétique, qui parle d'émancipation nationale, mais également de tout le courant de libération nationale en Europe, qui a, quelques dizaines d'années auparavant, permis à toute l'Europe de l'Est d'acquérir les indépendances. Il est au courant des luttes du peuple irlandais. Il fait référence dans ses articles à toutes ces luttes-là. Donc il est au courant de tous les débats politiques contemporains. Et en même temps, il est en lien avec tout le mouvement de renaissance et de ressourcement culturel de l'islam qui existe dans de nombreux pays, que ce soit en Tunisie, en Égypte, etc. Et donc il est dans ces deux accroches-là. Le premier courant va l'orienter vers une dimension anti-impérialiste au sens contemporain du terme, et le second va l'amener à être influencé par des auteurs comme Jamal Eddin El-Afrani, Mohamed Abdou, qui, eux, sont inspirés par le soufisme et qui appellent à la fois à la raison comme guide de la vraie foi, mais aussi à la raison et à la foi comme opposition au colonialisme. Abdelkrim el-Khattabi est le résultat de cette double influence. Il est la synthèse de ces 2 influences, et c'est ça qui va le guider dans la mise en œuvre de sa résistance. Brisons tout de suite une idée fausse qui est diffusée depuis trop longtemps, et aujourd'hui ça s'est calmé, mais pendant longtemps, directement par les services du roi du Maroc, présentant Abdelkrim el-Khattabi comme un sécessionniste. Abdelkrim el-Khattabi ne s'est jamais présenté comme un sécessionniste. Il s'est toujours présenté comme un partisan de la décolonisation, comme un partisan d'un Maroc libre qui reconnaît l'ensemble de sa diversité culturelle. Après l'instauration du protectorat, le sultan, je le disais tout à l'heure, va renoncer à toute indépendance et devenir le pion des Français. Dans la structure sociologique marocaine, cette collaboration coloniale va inévitablement produire des résistances, et ces résistances vont inévitablement, c'est logique, partir de la structure sociale du peuple marocain. Et comme le fait marquant de cette structure sociale à l'époque, ça reste le fait tribal, eh bien les premières formes de résistance vont être des résistances tribales. Là aussi, il faut qu'on se dégage d'un certain nombre de préjugés sur les mots. Ici, quand on dit le mot tribu, c'est tout de suite quelque chose de négatif, quelque chose de réactionnaire, quelque chose, etc. La tribu, c'est un fait social.
C'est une forme d'organisation qui correspond à une société à un moment donné de son histoire. Et tout jugement péjoratif absolu est un jugement qui, en réalité, reflète le point de vue occidentalo-centré, le point de vue de jugement, comme s'il n'y avait qu'une seule forme politique justifiée, etc. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut détribaliser. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder le fonctionnement des tribus et de regarder en quoi un fonctionnement plus démocratique peut s'adapter aux nouvelles réalités sociales et historiques. La résistance des tribus au Maroc ne cessera jamais. Simplement, elles étaient éparpillées, ces résistances. Elles étaient donc affaiblies. Chacune des tribus se révoltait toute seule. Parfois, elle arrivait à des alliances avec 2, 3, 10 tribus, mais il n'y avait pas de grande fédération. Et c'est pour cela, c'est en analysant cette structure sociologique-là, qu'Abdelkrim el-Khattabi ne se contente pas simplement d'appeler à le rejoindre. Il appelle à l'idée de créer une fédération des tribus du Rif. Il va donc s'attacher à cette unification, et cela va le conduire, en avril 1921, à ce qui restera dans l'histoire, malheureusement trop peu méconnu, le serment d'El-Kama. Ce serment est un engagement des différentes tribus rifènes qui s'engagent à lutter ensemble contre le colonisateur espagnol et qui vont investir Abdelkrim du rôle d'émir pour mener ce combat-là. Dans ce serment, une des dimensions mises en avant, c'est la nécessité de mettre de côté des querelles secondaires pour s'occuper de la question principale, la vie économique et politique des Rifins est fonction de l'existence ou non de la colonisation. Tel est le problème principal, et donc c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Et ce discours d'Abdelkrim el-Khattabi va, pour la première fois, permettre une unification comme on n'a pas connue depuis de nombreuses décennies, depuis les débuts de la colonisation. Ce sont les circonstances de la lutte et les rapports de force qui ont conduit Abdelkrim el-Khattabi à une lutte rifène. Parce qu'en réalité, son projet politique a toujours été la libération, non pas seulement de l'ensemble du Maroc, mais dès ses premiers textes, la libération de l'ensemble du Maghreb. Et puis comme nous le verrons après, ça a débordé du Maghreb, puisque ces dernières théorisations, le conduisent à un véritable point de vue mondial anticolonial. Et c'est pour cela qu'il est une figure non seulement marocaine, mais une figure qui a dépassé le Maroc. La forme politique qu'il choisit, elle est également en elle-même significative. Nous sommes dans un pays qui connaît la royauté depuis toujours. Et il choisit d'appeler la structure organisationnelle qu'il met en avant République confédérée des tribus du Rif. L'intérêt de cette dénomination, c'est de bien montrer que, il y a une rupture dans la manière de penser le pouvoir politique et la gestion du pays, et de 2, d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de détruire la diversité marocaine, c'est bien confédérer des tribus, et donc il s'agit bien de partir de ce qui existe et de respecter l'existant. C'est une rupture avec la monarchie qui collabore avec l'occupant. Cette forme est également très matérialiste au sens philosophique du terme, puisqu'elle prend en compte l'état de la société, les tribus. Et on ne va pas inventer une forme en ne prenant pas en compte la réalité sociologique du Maroc. On ne vient pas dire il faut un parti politique au sens européen du terme, ou il faut... Non, on va dire on part de l'état de la société marocaine, et c'est à partir de là que je fais une proposition. Et il s'agit, à partir de ces tribus, de les faire progresser par leur action elles-mêmes vers une forme d'organisation sociale plus vaste, vers, en gros, l'idée de création d'une nation qui est la seule manière de résister à toutes les prédations du XXe siècle et malheureusement encore du XXIe siècle. Le projet reste néanmoins d'étendre cette république à l'ensemble du territoire marocain. D'où l'attachement à tous les attributs d'un État. Abdelkrim el-Khattabi fait extrêmement attention à ce que tous les symboles de l'idée d'aller vers une nation et un État qui soit indépendant soient présents. Un drapeau, une capitale, une monnaie, un parlement, une banque d'État, des tribunaux, un palais du gouvernement. Ce que fait Abdelkrim el-Khattabi dans le Rif, c'est bien l'idée de poser le passage d'un seuil qualitatif pour pouvoir résister à la colonisation. Nous sommes devant un bâtisseur de nations, et pas simplement quelqu'un qui se révolte contre le colonisateur. Il a conscience que pour vaincre une puissance coloniale mieux armée, plus riche, ayant des alliés, etc.,
et disposant d'armements qui sont supérieurs à ce que dispose le peuple marocain, eh bien, il faut bâtir la nation.